Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. Ma question portait plus pour Monsieur Raphaël. Ma question est plutôt sur la politique internationale des États-Unis maintenant. Moi, à mon sens, en fait, quand je regarde ce qui s'est passé avec les dernières présidences américaines, je vois deux présidences en fait qui étaient contrôlées par des néoconservateurs, que ce soit Obama ou que ce soit George Bush Jr. Et là, avec ce qui se passe avec Trump, évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas ce qui va se passer exactement, parce qu'il y a l'élément d'imprévisibilité qu'il aime bien, qu'il étoffe à chaque jour. Donc, mais quand même, je vois quelque chose qui est intéressant par rapport à l'offre qui vient de la Chine en ce moment avec leur politique de la nouvelle route de la soie, qui n'est vraiment pas discutée en Occident. C'est comme si ça n'existait pas. Pourtant, le président Xi Jinping est allé en Europe la proposer, en parlait quand Obama disait non, nous, notre politique, c'est de nous encercler militairement avec le pivot asiatique, et puis on ne veut pas que vous fassiez partie de l'accord du TPP, parce qu'on veut c'est une guerre économique et militaire, en tout cas une guerre froide militaire. Donc, là, avec ce qui se passe avec Trump, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il va être plus ouvert à marchander avec les Chinois, et eux semblent voir ça de manière assez positive, en fait. On voit ce que les ambassadeurs chinois ont dit jusqu'à présent aux États-Unis et ailleurs. Et c'est ça, sa vision sur l'OTAN aussi, je pense que c'est très important par rapport à la politique avec la Chine et avec la Russie. Juste pour terminer, l'ancien ambassadeur américain, John Matlock, le dernier ambassadeur en fait américain en Union soviétique, s'est fait poser la question par Deutsche Welle récemment par rapport à l'OTAN et justement, c'était quoi, qu'est-ce qu'on devait en faire, le réformer ou quoi que ce soit. Il a dit que c'est totalement inutile. Donc ça, c'est l'ancien ambassadeur en Union soviétique américaine. Je ne sais pas si Trump va l'écouter ou quoi, mais bon. En tout cas, voilà. Autre intervention? J'aimerais que quelqu'un d'entre vous me dise quelle est son opinion sur les enjeux économiques de Trump. Est-ce que cette politique protectionniste a quelque chance de réussir selon vous? Je sais que vous pouvez pas dire c'est impossible en tout cas de quoi que ce soit à cet égard, mais selon vous, a-t-elle des chances de réussir? Car on parle quand même de rapatrier la production aux États-Unis. En soi, c'est quand même nouveau. Alors, est-ce qu'elle a des chances de succès de réussir cette politique-là? C'est tellement mieux que l'autre, mais je voulais choisir les griffes aussi, les deux griffes. Je vais répondre à la première question. Pas parce que la deuxième n'est pas intéressante. S'il y avait pas eu la première, j'aurais répondu à la deuxième en fait. Mais je vais pas prendre le penchant comme ça. Donc, pour ce qui est de la première, il y a quand même beaucoup d'éléments. En fait, je suis presque impressionné que tu étais capable de condenser autant d'informations en si peu de temps. Ce que je dirais par rapport à la Chine spécifiquement, parce que par rapport à la position de l'ancien ambassadeur américain en Union soviétique sur l'OTAN, personnellement, je suis assez sceptique que dans le fond, puis donne énormément d'attention, de considération, surtout que ça semble être largement déjà l'opinion qu'il y a à la base de l'OTAN. Donc, si je me concentre davantage sur la Chine, je pense qu'il y a quand même une chose, je ne veux pas corriger, peut-être mettre une nuance, c'est-à-dire que la raison pour laquelle Donald Trump a rejeté le partenariat transpacifique de façon aussi vigoureuse, c'est pas parce que ça encerclait la Chine. Au contraire, il a dit que le TPP n'était pas assez dur envers la Chine. Et il n'était pas assez dur envers les autres pays asiatiques qui, eux, étaient signataires du traité. Donc, je pense que c'est beaucoup moins ça. Puis pour ce qui est de tendre la main aux Chinois, ben, à date, personnellement, je trouve qu'on a vu en fait exactement le contraire. Il a été extrêmement dur envers la Chine, à répétition, en disant que les Chinois ont, quand je vais le dire, je vais comme avoir l'impression de sonner comme un désgraton, mais qu'on volait les jobs. C'est des voleurs de jobs. Les emplois ont été exportés en Chine et le déficit commercial avec la Chine est extrêmement important. Les Chinois ont pris avantage des États-Unis, etc. Et il a même parlé
beaucoup quand même, relativement beaucoup, du fait que les Chinois étaient beaucoup plus actifs militairement qu'ils ne devraient l'être selon lui, notamment dans la mer de Chine. Donc, je suis pas sûr, là, tu parles de main tendue entre les deux pays. Je peux juste dire très simplement. C'est possible. Très honnêtement, c'est très possible. Surtout avec Trump, qui est non seulement un populiste, mais qui est, selon sa propre description de lui-même, un deal maker. C'est très possible que ce soit une position de négociation. Ça, c'est vrai. Donc, c'est un point intéressant. Donc, je ne vois pas de main particulièrement tendue d'un côté ou de l'autre pour l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'on va se ramasser en situation de guerre commerciale. En fait, ça me permet de faire un lien avec l'autre question. Parce que ça aussi, c'est une nuance. On parle des frontières qui vont complètement se fermer, puis de guerre commerciale. On n'est pas là encore. Puis effectivement, compte tenu de la nature du personnage, il peut y avoir beaucoup de rhétorique qui ne va pas nécessairement donner les résultats qu'on pense que ça va donner. Donc, là-dessus, on verra. Pour ce qui est, je ne sais pas à quel point ça répond à la question, mais juste peut-être rapidement pour faire un saut sur la deuxième question. La deuxième question, pour ce qui est de savoir si ça va fonctionner ou non, je pense que la première question qu'il va falloir poser pour répondre à cette question-là, c'est à quel point est-ce qu'il va pouvoir vraiment changer les choses. C'est-à-dire que là, le PTP, oui, c'est une décision qui est capable de rendre de façon unilatérale, c'est mort. OK. L'ALENA, comme je le disais tantôt, on ne sait pas encore exactement ce qu'il va pouvoir faire par rapport à ça. Il parle de peut-être hausser les tarifs sur certains produits venant notamment du Mexique. Là-dessus aussi, c'est pas clair le degré de l'attitude qu'il a au niveau de son pouvoir comme président. Donc, il va vraiment falloir attendre. Une fois que ça s'est dit, est-ce qu'il y a un potentiel de ramener ou de protéger certains emplois américains? Oui. Et c'est plus qu'un potentiel. Depuis qu'il est élu, il l'a déjà fait. Il y a eu beaucoup de controverses, beaucoup de ratés. Mais ça, dans les bons coups politiques qu'il a fait, il y en a eu, avec la compagnie Carrier notamment, qui était censée envoyer à peu près 1000 emplois au Mexique. Finalement, on va en envoyer peut-être 200 là-dessus. Le reste va rester en Indiana. Qui a fait un bon coup de publicité. Donc, est-ce qu'il y a un moyen pour le président de protéger certains emplois américains, surtout dans le secteur manufacturier? Oui. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il va être capable, à lui seul, de façon unilatérale, de redonner aux États-Unis l'économie que le pays avait dans les années 50 ou les années 60? Peut-être pas. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ça. Je vais me lancer très brièvement sur la question économique en commençant par je ne suis pas économiste et je n'ai pas de formation en économie. J'ai quelques cours et ça s'arrête là. Mais un des éléments que Donald Trump a mis de l'avant, c'est de réouvrir les mines de charbon et de relancer la production d'énergie fossile aux États-Unis. Et je pense que sur cet élément-là d'autosuffisance énergétique qui s'inscrit dans un certain protectionnisme économique en même temps, selon moi, il y a des éléments qui peuvent fonctionner, donc avec le Dakota Access Pipeline, avec Keystone, qui sont déjà en branle, mais de réouvrir une mine de charbon, ça implique aussi qu'il y ait la matière naturelle qui soit présente et qu'il y ait quelqu'un qui veut l'acheter de l'autre côté également. Donc, il y a certaines limites aussi d'un point de vue environnemental à ce que Donald Trump peut faire, et il doit être climato-sceptique. Le charbon, il ne peut pas l'inventer pour qu'il y ait des gens pour aller le chercher. Donc, il y a des limites à son protectionnisme aussi au sein même des États-Unis de la production. Et un autre élément, c'est que oui, il peut conserver des emplois aux États-Unis, mais de là à rapatrier des emplois qui sont déjà délocalisés, ça implique aussi que ces compagnies-là veulent non seulement réapatrier des emplois en territoire américain, mais qu'il y a des Américains qui veulent occuper ces emplois-là, ce qui est aussi un autre des éléments à mettre en lumière. Et donc, on parle beaucoup des migrants non documentés comme étant des voleurs d'emplois aux États-Unis, mais la plupart occupent des emplois que les Américains ne veulent pas occuper aussi. Voilà, son discours est à deux niveaux, et c'est la petite nuance que je voulais faire avec mon petit peu de background économique. J'ajouterais peut-être par rapport à ce que tu as dit sur sur les matières premières, en fait. Je donnais l'exemple de Donald Trump qui a l'intention qui veut forcer Apple à rapatrier la production d'iPhone aux États-Unis. Est-ce qu'il peut le faire? Peut-être, mais est-ce qu'il pourra faire en sorte que les terres rares qui sont utilisées pour produire l'iPhone seront aux États-Unis? Non, c'est des ressources qui sont très difficiles à obtenir, qui se concentrent dans quelques pays, notamment en Asie. Et c'est partir du principe que relocaliser la production va faire en sorte qu'on acquiert une position
forte en la matière. Non, il y a toujours en fait l'autre bout de la chaîne. Et puis peut-être que Donald Trump oublie un peu que finalement, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on a autant de produits aussi facilement disponibles, aussi peu chers, c'est qu'il y a quand même 5 ou 60 ans de mondialisation derrière, qui ont consisté à aller prendre les matières premières à un endroit, les faire traverser la moitié de la planète, les produire à tel endroit pour les revendre à un autre bout de la planète. Et on ne pourra pas revenir en arrière là-dessus du jour au lendemain. Donc oui, il y a une marge de manœuvre sur laquelle il peut jouer, mais de là à revoir toutes les méthodes de production et de distribution à travers le monde dans l'espace de 4 ans de présidence, je pense que c'est un peu ambitieux. Tout en restant compétitif.